si on change de statut et qu'on sort de la fonction publique? En fait, il n'y aura aucun changement. Le statut de praticien hospitalier, donc, qui est vraiment en parallèle de la fonction publique et qui n'est pas dedans, mais qui est régi par le titre 2, toutes les règles de congé maladie, congé parental, mise à disposition, il y a le congé de paternité aussi, ils l'ont aussi. Donc voilà, en fait, ils ont, eux, rattrapé en 30 ans, c'était un statut très très précaire à leur création, le statut médical, vraiment, a rattrapé tout son retard et s'est calqué sur la fonction publique. Donc, effectivement, de ne pas vouloir sortir de la fonction publique, c'est important aussi, et c'est aussi important pour, pas la majorité des sages-femmes, mais pour beaucoup de sages-femmes aussi, et il faut l'entendre. Et jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit, c'est PH ou rien. Bon, bah, allons sur le PH. Maintenant que ça se précise, on nous dit, ah, le titre 2, peut-être que ce serait possible avec justement la fameuse transversalité dont parlait longtemps, entre le titre 2, le titre 3, etc. Ça pourrait faire des passerelles, machin, et ce serait possible parce qu'on créerait de toute façon tout de toutes pièces pour nous. Et tiens, première fois qu'on nous en parle, ça fait plus de 10 ans qu'on demande un statut spécifique des sages-femmes en dehors du titre 4, ils ne voulaient jamais le faire. Donc c'est vrai que tout est déjà écrit finalement et on n'aura pas plus que ou moins que. En tout cas, en étant dans le titre 4 actuel, on n'a pas moins que. Ils ont même l'air de Noël. Oui, Ils ont les cadeaux de Noël à la fin de l'année. Je ne sais plus de quoi on parle. On parle du titre 2 ou on parle du statut PH. C'est deux choses différentes. Si ta question à toi, c'est le statut PH. Dans ce que tu proposes, moi ce que je te demande, c'est dans ce que tu proposes, moi, dans ce que je propose, dans ta filière médicale, dans la filière fonction publique médicale, hospitalière. ce qu'on fera rajouter dans la filière médicale, si tu veux, c'est déjà le temps formation, information, recherche. Ça, c'est une obligation pour pouvoir effectivement faire la recherche. Évidemment, ce sera l'autonomie professionnelle sous la responsabilité de sage-femme, chef de service dans les espaces physiologiques. D'accord. Donc ce sera, contrairement à ce qui a été jusqu'à maintenant, en 2002, ils ont sorti une circulaire disant que les sages-femmes devaient être gérées sous les affaires médicales. Mais une circulaire, ça ne fait pas force de loi, si vous voulez. Alors quand on est jeune sage-femme, ce qui était, mon cas, c'était pas que j'étais jeune, mais en tout cas, j'étais pas militante, donc on n'avait pas tous compris qu'une circulaire, ça engageait que personne. C'est-à-dire, voilà. Donc, si vous voulez, là, si ça rentre dans le statut, c'est la loi, et là, ils sont obligés d'appliquer. Hein. C'est pas pareil. Hein. Si on est sous les affaires médicales, dans le statut, là, il n'y a plus de possibilité de faire ce que chacun veut. Alors qu'une circulaire, on fait un peu ce qu'on veut avec. Donc là-dedans, on rajoute ça. Par contre, toi, tu me demandes... Tu demandes, est-ce que les PH ont des avantages en moins que nous? C'est ça le sens de ta question. Donc je vais répondre sur les PH. Je ne vais pas répondre sur le titre 2, parce que Caroline a raison, dans le titre 2, ce sont des fonctionnaires, ils ont les mêmes avantages que dans le titre 4. Mais les PH, leur temps de travail, c'est 10 demi-journées par semaine, et compte tenu du fait que le temps de jour et le temps de nuit sont comptés de la même manière, en gros, avec une règle de 3, une demi-journée, ça fait 6 heures. 10 demi-journées de 6 heures, ça fait 60. Alors il y a la circulaire de Bologne qui dit qu'elles ne peuvent pas faire plus de 48 heures, sauf que dans les faits, du coup avec les effectifs, ils le dépassent tous, ils font tous entre 48 et 60 heures. Et en ce moment, ils sont tous très mécontents, ils sont tous en train de négocier leur temps de travail, hein, les PH. La retraite, l'IRCANTEC, c'est le régime général, tu as 45% de taux de remplacement à l'IRCANTEC, ce qui n'est pas le cas de la CNRAC. Alors je ne te dis pas que c'est mirobolant, hein, la CNRAC. Mais en tout cas, c'est bien pire à l'IRCANTEC. La sécurité de l'emploi, bon, comme l'a dit Caroline, une fois qu'on est PH titulaire, globalement, à moins de tuer quelqu'un, mais c'est pareil pour nous, hein, voilà. Les avantages sociaux, alors sur les arrêts maladie, ils passent en demi-salaire au bout de 3 mois, ils ont le minimum sécu au bout de 9 mois, alors que nous, on n'est pas du tout là-dedans, hein, sur les arrêts maladie, on est beaucoup mieux. Les jours enfants malades, ils ont 3 jours par an, les PH, on peut prétendre à 12 jours, c'est pas une obligation, c'est juste que, voilà. Et puis pour les effectifs, alors effectivement, tu ne peux pas répondre par l'état actuel, on ne sait pas comment va évoluer le système de santé, alors moi je dis, là voilà. Mais ça c'est par rapport au statut de PH. Mais si aujourd'hui on ne parle plus de statut PH, il ne faut plus poser ces questions, il faut qu'on aille sur la comparaison entre un titre 2 et un titre 4. Moi je préfère qu'on série le truc sur titre 2, titre 4. Si on ne doit plus parler des PH, eh ben on n'en parle plus, parce que sinon on complexifie le débat. De nouveau, enfin, tu vois. Je te laisse répondre. Oui. Alors c'était juste pour... j'ai pas lu, parce que c'était au tout début où je voulais répondre.
Oui, sur les 60 heures, merci. En fait, les demi-journées sont définies alors, selon les administrations. Ça encore, c'est toujours pareil, c'est à l'appréciation. Donc à la PHP, par exemple, c'est 6 heures la demi-journée. En revanche, il y a des hôpitaux publics où c'est 4 heures et d'autres 3 heures. Donc globalement, c'est plutôt 4 heures en majorité, donc c'est 40 heures par semaine, les 48 heures c'est lissé sur 4 mois, etc. À l'assistance publique, effectivement, peut-être Paris, c'est 6 heures. Maintenant, c'est leur problème s'ils ont négocié ça, ou pas négocié d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux aussi pour négocier ce truc-là, mais globalement, quand la PHP dit ça, ben moi je ne vais pas faire 60 heures. C'est-à-dire que moi je connais des anesthésistes en maternité avec qui je travaille. L'anesthésiste, il fait que des gardes en maternité. Donc il n'est pas de jour en consultation, etc. Vous avez vu qu'il y a des anesthésistes qui fonctionnent un peu comme selon leur service, du coup. Donc il y en a qui vont faire de la consulte, du bloc et quelques gardes. Et j'en connais un qui fait que des gardes et qui compte toutes ses heures. Au bout de 48 heures, maxi, lycée sur 4 mois, il ne fait plus de garde. Donc il compte tout. Et il est super chiant, c'est clair, mais il a raison. Et il dit à l'administration, moi je ne prends pas cette garde-là, je suis au-delà de mes heures. Et on n'emmerde pas. Ça dépend des effectifs, Caroline. Exactement, mais en plus ils sont en sous-effectif parce qu'il y a 3 postes qui ne sont pas pourvus pour l'instant. Mais ça n'empêche qu'ils ne lâchent pas le morceau, et s'ils doivent embaucher des vacataires, des trucs, des machins, ils se débrouillent. Mais encore une fois, ces histoires de pression avec l'administration, au même titre qu'on en a, et que les cadres en ont sur le CDD, pas de CDD, sur un remplacement de maternité ou pas, etc. Les cadres ont cette pression-là au jour le jour que nous, on ne perçoit pas parce qu'on n'est pas en direct, finalement, c'est un peu le pare-feu avec l'administration. Mais les PH, quand ils veulent faire leur temps et faire hyper gaffe, ils ont ce pouvoir-là. Et nous, globalement, le compte épargne-temps, les heures à l'année qu'on ne peut pas prendre, qu'on remet sur le compte épargne-temps, vous savez, j'ai dû dire cette année, j'ai tenu jusque-là, mais cette année, je ne pouvais pas. Mais voilà, moi j'ai 30 jours sur mon compte épargne-temps et je vais encore avoir des jours cette année que je ne vais pas prendre. Et on est tous dans ce cas-là. Donc le travail au-delà de nos heures, on le fait déjà. Alors, il y a une petite différence entre vos deux propositions quand même. La proposition d'Annie-Claude, elle est unitaire pour toutes les sages-femmes hospitalières. La proposition du PH, pour NSSF, PH sage-femme, pardon, elle serait, j'ai envie de dire, optionnelle. C'est-à-dire qu'il y aurait au choix des sages-femmes, donc je pense à, je suis en service de suivi de couche, j'ai avec moi j'ai fait ce choix de prendre mon statut de PH, puis ma collègue à côté a fait ce choix, parce que ça l'arrange en termes de maternité ou je ne sais quoi, de garder son statut de fonctionnaire actuel. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça veut dire et quel retentissement à la fois sur les missions de chacun? La profession, elle, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on est sage-femme, qu'on soit dans le titre 4 ou pas dans le titre 4, on était formé de la même manière, au même titre que tout mode d'exercice, qu'on soit libéral, peu importe, on est formé de la même manière, on est sage-femme et ça ne change rien. La cohabitation des statuts, ça a été le cas pour les pharmaciens, le dernier apparemment est parti à la retraite, part à la retraite cette année, qu'il n'y en aura plus d'anciens statuts de pharmaciens dans la fonction publique hospitalière. Donc la cohabitation des deux statuts se fera. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit « Attends, moi je suis PH sage-femme, toi t'es juste dans le titre 4 », c'est juste une conne. Non, mais il faut le dire clairement. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant « Bah moi, je suis un statut médical et toi t'es dans le fonctionnariat, statut non médical », encore on sera si on est dans le titre 2, on sera encore fonctionnaire, ça ne changera rien. En tout cas, au jour le jour, on a les mêmes responsabilités. Notre travail ne sera pas différent. On sera sage-femme, on sera sage-femme. Ce dont tu parles, ça s'appelle le droit d'option. Le droit d'option, c'est-à-dire de donner la possibilité à une sage-femme de décider, quand on change le statut de ceux qui vont rentrer dans un corps. Donc on pourrait imaginer que les étudiants réclamant à corps et à cri la sortie de la fonction publique hospitalière, on décide qu'en 2015, après ceux qui seront sortis avec le premier grade master, ils puissent décider d'avoir un statut en fonction publique ou... Alors ça ne marcherait pas si c'était dans le titre 2, donc je vais rester sur leur fonction publique. On se prend les pieds dans le tapis dans cette histoire, hein, quand même. Donc
il pourrait décider ça. Donc ça voudrait dire que tous ceux qui voudraient rentrer à l'hôpital après l'obtention de leur diplôme en 2015 seraient forcément en fonction publique, ce qui implique qu'on demande à ceux qui sont dedans de faire un choix. Et le choix est définitif, hein, il faut un choix d'option. Tu ne peux pas changer un coup l'autre. Hein. Donc on peut te demander, et alors du coup, on crée ce qu'on appelle un corps en voie d'extinction. L'histoire de ton pharmacien, effectivement, c'est le dernier dinosaure du corps des pharmaciens fonctionnaires. Voilà. C'est une piste qui est envisagée par le ministère, je ne le cache pas. Marisol Touraine nous en a parlé parce qu'elle parle de... Elle dit qu'il y a un véritable conflit générationnel autour de cette histoire de fonction publique, et donc je pense qu'elle a dans ses tiroirs une possibilité de droit d'option. Alors qu'est-ce qu'on en pense? À titre personnel, je ne sais pas ce qu'il faut en penser vraiment, mais à titre syndical, si tu veux, on va vers ce que dit Marisol Touraine, vers une autre vision du système de santé, vers quelque chose où le service public ne sera plus la même chose qu'aujourd'hui, et vers une libéralisation massive de la profession. Alors après, c'est une question de choix de système. Voilà, donc, mais c'est tout à fait envisageable. Ça s'est fait pour les médecins de la fonction publique hospitalière, quand ils ont demandé le statut PH, il y a eu un corps en voie d'extinction, pour les pharmaciens aussi, pour les dentistes aussi, donc ça existait, hein. Ils ont été dans la fonction publique hospitalière, c'est eux qui ont demandé à en partir. Hein. Voilà. Je vais rebondir justement sur ce que disait Annie-Claude. La libéralisation de la profession, malheureusement, ça c'est, ou heureusement, peu importe, c'est vrai que l'évolution va aussi aller avec ce qu'ont prévu les politiques de santé. Et globalement, ce que prévoit la sécurité sociale dans les années à venir, c'est de réduire les temps d'hospitalisation après les accouchements. On va passer, alors, je ne sais pas en province, je ne sais pas partout. Je sais que sur l'île de France, pour l'instant, c'est J3. Les patients sortent, les césariennes, c'est C4. Et puis, il y a le versant libéral qui prend un peu la suite. Prado ou pas Prado. Vous, c'est pareil, du coup? Pareil. C'est ça qui est... Et donc, globalement, ça va être de passer à 48 heures d'hospitalisation, puis à 24 heures pour que la Sécu fasse un maximum d'économies. Donc à partir de là, si le libéral, les sages-femmes libérales n'est pas fort en ville, qui va accueillir ces femmes? Pas nous en tout cas, et il y aura des professions pour le faire. Les PER, parce que les puéricultrices, je ne sais pas si vous avez vu un texte passer il n'y a pas longtemps, on leur dit qu'elles peuvent voir l'enfant et la mère, et on s'est dit, c'est-à-dire la mère. Donc ça c'est notre job, si on ne le prend pas maintenant, et le futur, c'est que là, on sait vraiment que dans les minimum 5 ans, les fameux GHM, les hospitalisations, vont être réduits. Donc on va nous pousser aussi à ce que notre profession aille vers le libéral pour, en tout cas, bien mailler le territoire et qu'on soit là pour accueillir les patients quand elles rentrent chez elles à J1 ou J2. Et J1, ce sera plus rapide qu'on le croit à mon avis. Donc ça, il faut aussi qu'on l'entende et que ça se prévoie. Donc le fait d'avoir un statut médical, ça ne va pas faire fuir forcément les sages-femmes en libéral, mais l'organisation globale et ce qui est prévu dans les 5 à 10 ans à venir, ça va être ça. Donc il faut comprendre aussi que ce fameux statut médical, si on ne le bouge pas maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va bien mailler le truc entre l'hôpital et la ville de premier recours et tout ça? Ça ne sera pas fait. Ça sera fait sans nous, encore une fois. Je propose un petit peu la deuxième revendication. Enfin, je ne sais pas si la deuxième, vous me dire que non, mais la sage-femme premier recours. Premier recours, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour vous? Est-ce que des statuts nouveaux vont permettre, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir permettre sur ce sujet-là? Et puis également, rapidement, quelle est la position globale de notre gouvernement sur le premier recours pour les sages-femmes? Je vais répondre à la fin. Madame Marisol Touraine a annoncé la révolution du premier recours. Voilà, ça s'appelle comme ça. Bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière les mots, hein, mais bon, elle parle de révolution du premier recours. Moi, j'attends de voir ce qu'il y a derrière le mot révolution. Pour nous, hein, pour les organisations de la fonction publique que j'ai citées tout à l'heure, pour nous, le premier recours... Alors, comme on est une organisation de la fonction publique, nous ne nous mêlons pas, contrairement à un syndicat professionnel qui a vocation à le faire, nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe dans le libéral. Il faut le comprendre, c'est normal, on ne représente que les sages-femmes
salariés de la fonction publique ou du privé, mais salariés. Hein, on est un syndicat de salariés. On est des syndicats de salariés. Donc on ne se mêlera pas du versant libéral. C'est volontaire. Après, j'ai mon opinion, mais pas... Voilà. Donc, pour nous, ça ne peut se décliner le premier recours à l'hôpital que par la création d'espaces de prise en charge de physiologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des couloirs, des lieux dédiés, avec du personnel dédié, c'est-à-dire du personnel sage-femme, qui ont la responsabilité médicale pleine et entière de la prise en charge d'une femme du début où elle s'aperçoit qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle soit rentrée chez elle, de la prévention gynéco des femmes, enfin de tout ce qu'une sage-femme a le droit de faire, sous la responsabilité médicale de chaque sage-femme, puisque chaque sage-femme est responsable de ce qu'elle fait, et sous l'organisation d'une sage-femme qui aurait été effectivement, qui aurait ce grade d'encadrement temporaire, etc., etc. Pour nous, c'est le premier recours et c'est la visibilité maximum pour le public de savoir que quand on va bien, eh bien, soit on va dans le libéral et on va voir comment la Caisse nationale d'assurance maladie prévoit de faire un parcours incitatif vers les sages-femmes libérales, ou obligatoire, je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, pour les libéraux, mais en tout cas, alors pour les hôpitaux, on souhaite que l'organisation soit faite comme ça. Il reste quand même un grand point d'interrogation, c'est les sages-femmes salariées du secteur privé, hein, parce qu'elles sont dans une configuration où, à part ne plus être salariées et venir travailler en libéral dans les cliniques, mais alors là, j'imagine très très mal comment les gestionnaires de cliniques et les médecins qui travaillent dans les cliniques, qui se font un maximum de pognon sur le dos des sages-femmes et des femmes, vont pouvoir... alors je vois très mal la chose pour les salariés du secteur privé, hein, surtout le privé lucratif. Le privé non lucratif, c'est pas pareil. Mais en tout cas, dans les hôpitaux, on le voit comme ça. Et c'est pour ça que pour nous, c'est la création de ces filières de prise en charge physiologique, c'est le premier recours. Et ça, il faut absolument qu'on l'obtienne. Alors, pour le premier recours, donc sur le versant libéral, c'est effectivement d'être très clairement identifié, au même titre que les généralistes et les gynéco-obstétriciens, sur un accès aux consultations médicales de prévention, dépistage, gynéco-obstétrique et compagnie. Donc ça, c'est très clair, et surtout, il faut que ça soit inscrit dans le code de sécurité sociale, le premier recours, avec la proximité de soins, etc. Et dans le code de santé publique, quand on regarde dans les professions médicales, il y a un petit préambule pour les médecins généralistes qui annonce clairement que c'est un praticien de premier recours. Donc ça, c'est les deux choses où on doit s'inscrire également. Le premier recours, on l'est dans les faits, on est bien d'accord, on n'est pas obligé d'aller voir un généraliste pour aller voir une sage-femme, quoi qu'il arrive, mais le manque de visibilité, il est aussi là. Le parcours n'est pas fléché, donc les patientes et les couples ne sont pas informés. Donc, le fait de flécher, le fait de l'inscrire dans la loi de santé, notamment en 2014, ça va permettre des campagnes d'information et surtout qu'on ne nous oublie plus aux côtés des généralistes et des gynécos. Donc ça, c'est fondamental. En revanche, ce qui peut s'articuler aussi avec l'hôpital, et ça va être, moi je pense aussi, une grosse évolution sur l'avenir, puisque les temps d'hospitalisation étant très très courts, finalement, on sent bien que les hôpitaux vont devenir de plus en plus des plateaux techniques. En dehors de la pathologie, il faudra toujours des niveaux 3, etc. pour la grosse pathologie. Mais pour le reste, que ce soit des maisons de naissance hospitalières, parce qu'elles seront attenantes à une maternité, ou que ce soit des filières physiologiques, les hôpitaux, globalement, doivent en tout cas, sur un exercice de premier recours, devenir également des plateaux techniques. C'est-à-dire que les sages-femmes qui vont être libérales, où le libéral sera, on imagine, fort avec les patients qui ne restent pas longtemps à l'hôpital, où elles font le suivi en ville, elles accouchent leurs patientes, où elles font le suivi dans la structure, c'est pareil, cette espèce de croisée ville-hôpital, ou de faire des vacations à l'hôpital, va permettre pour les femmes qui veulent accoucher dans ces structures-là, et pas en maison de naissance forcément, parce qu'elles vont se sentir peut-être plus sécurisées ou quoi que ce soit, que ça soit des plateaux techniques et qu'elles les accouchent là. Donc ça, c'est aussi une articulation qui peut exister et qu'on a aussi à créer pour ça. Et toujours pareil, hein, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut gérer, le statut médical. Oui. Ce qui me fait peur dans ce que tu viens de dire, Caroline, c'est que
Si on va au bout de ton raisonnement, donc effectivement, hein, moi je ne suis pas du tout opposée à ce qu'on ouvre des plateaux techniques aux sages-femmes libérales, hein, c'est déjà possible, ça ne se fait pas pour des tas de raisons. Mais ce qui me fait un peu peur dans ce que tu dis, c'est que